Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous parler de jeux de rôle. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un jeu qui porte très bien son nom, puisque c'est un jeu de fantasy qui s'appelle Fantasy Age. Je trouve que c'est quand même plutôt bien trouvé, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, cette critique s'inscrit dans une série de vidéos. Je vais critiquer pas mal d'ouvrages pour un but précis. Je sais pas si vous l'avez tous vu, mais j'ai fait une vidéo annonçant dans laquelle je vous annonce un actual play qui va sortir normalement en automne à peu près, et dans lequel je vais utiliser Fantasy Edge pour tout un tas de raisons que je vais expliquer dans ces vidéos cette série de vidéos que je vais faire. On va dire que ça va être un petit peu la critique de l'été. Voilà, je vais passer sur tous les ouvrages qui m'ont servi pour construire ma campagne. Donc voilà, je commence par le commencement. On va commencer ensemble par le livre de base, le livre de règles. Voilà, j'ouvre une petite parenthèse. Ça commence à devenir un peu traditionnel ces parenthèses de début de vidéo. Juste pour vous dire, je suis désolé, la critique en ce moment il y en a moins, donc j'ai expliqué aussi que j'avais plus beaucoup de temps en ce moment. Mais voilà, juste il y en a qui regardent pas trop les autres vidéos que les critiques. Sachez simplement que j'ai eu la Covid, ça m'a pas mal retardé, j'ai énormément de travail et en plus de ça je prépare l'actual play et tout. Donc j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour tourner les vidéos et surtout pour les monter en fait, surtout ça qui prend du temps. En été, ça va être un peu plus calme, mais surtout, parce que j'ai reçu un message dans ce sens-là, n'allez pas croire que j'arrête les critiques pour faire que de l'actual play. C'est le faux. La critique de jeu et parler de jeu, ça reste le cœur de la chaîne. Les actual play, c'est juste du bonus. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais voilà, vous désabonnez pas en vous disant maintenant il fait de l'actual play, il fait plus de critiques. C'est pas du tout le cas. Ça reste le cœur de la chaîne. Je veux que ça reste comme ça. L'actual play, c'est vraiment du bonus. Ça viendra pas normalement, en tout cas, c'est pas prévu, l'activité principale. Donc voilà, on recommence les critiques. Maintenant que le Covid est derrière moi, j'ai récupéré un peu de voix. Donc on va pouvoir recommencer ça. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc comme je disais, on va passer ensemble tous les ouvrages de la gamme qui m'ont servi. Et attendez, je me penche un peu. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Je vous les montrerai dans la dernière partie, la partie la gamme. Donc je vais vous parler de tout ça. Mais pour commencer, Fantasy Edge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu qui est édité chez... donc un jeu de fantasy, vous l'aurez compris, qui est édité chez Green Running Publishing depuis 2015. Donc c'est un jeu qui commence à avoir quelques années derrière lui quand même. Et Green Running, un petit peu pour ceux qui aiment un petit peu l'historique. Donc déjà, sachez que c'est un jeu qui est écrit par Chris Pramas. Alors ceux qui ont un petit peu de bouteille dans le milieu savent qui est normalement Chris Pramas. C'est notamment celui qui a écrit Warhammer 2ème édition. Il a écrit des suppléments, il a travaillé pour Wizard of the Coast, il a écrit des suppléments pour Donjons et Dragons. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine notoriété dans le milieu, voilà. Euh, et, euh, et Chris Pramas, donc en 2000, a monté Green Running Publishing et depuis ils éditent leurs propres jeux. Mais ça ne les empêche pas d'écrire, notamment pour la 5ème édition, notamment si vous trouvez cette campagne-là, Out of the Abyss, qui est une campagne officielle 5ème édition pour Donjons et Dragons, et bien en fait elle a été écrite par Green Running. Vous pouvez d'ailleurs le voir à la fin. Hop, si j'ouvre à la fin, vous allez voir un truc très marrant, enfin en tout cas ça m'a fait marrant quand je l'ai lu, c'est que à la fin d'un supplément Donjons et Dragons, vous avez de la pub pour les jeux Green Running Publishing et dont Fantasy Edge. Donc je trouve ça marrant. Voilà. C'était une petite parenthèse que je trouvais sympa d'aborder. Quand on lit la 5ème édition et puis qu'on tombe sur de la pub pour un autre jeu, c'est un peu étrange, mais bon, tant pis. Donc ce jeu a été écrit par Chris Pramas en 2015, mais à la base, son système de règles, donc le système Edge, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? C'est parce que Green Running, à la base, ils ont sorti l'adaptation du jeu vidéo Dragon Age. Et Dragon Age, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de jeux vidéo qui est quand même assez cotée, assez connue, qui a eu pas mal de succès. Et donc il y a eu sa déclinaison en jeu de rôle, qui était donc assurée par Green Running. Et c'est donc Chris Pramas qui avait participé à l'écriture et qui avait notamment fait le système de jeu. Et donc ils sont partis du système de Dragon Age, qui a d'ailleurs une histoire éditoriale assez folle. C'est vraiment une question de droit, de négociation, ça a mis des années avant de sortir. Et pour finir d'ailleurs sur Dragon Age, sachez qu'il y a une VF qui est sortie chez Black Book Edition, qui elle en un seul exemplaire, enfin qui est en un seul bouquin, parce que chez Green Running c'est sorti en 3 boîtes séparées par des années. C'est sorti chez Black Book et vous avez donc une VF de Dragon Age qui est très sympa.
Donc, bref, voilà, ça c'était pour Dragon Age. Donc, Green Running, donc, une fois qu'ils ont fini avec Dragon Age, ils se sont dit, bah, le système est quand même pas mal, on va en faire quelque chose. Et ce quelque chose, donc, ça prend cette forme-là, donc Fantasy Edge, qui utilise donc le Edge System, qui est une version pas revue et corrigée, parce que c'est vraiment la base qu'il y avait déjà dans Dragon Age, mais qui est complétée, voilà, qui est, y a plus de choses dedans. Et il n'y a pas d'univers, par contre. C'est vraiment une boîte à outils. C'est un système de jeu, c'est un système de fantasy générique. Voilà, c'est pas un système générique comme on pourrait le trouver dans un GURPS ou de ce genre de choses, dans un Fate, n'importe quel système générique qui vous vient en tête. Non, mais c'est un système de fantasy générique. J'entends par là que, avec ça, dedans ce livre-là, vous n'avez de la possibilité de faire que de la fantasy. Voilà, c'est fait pour ça, ça s'appelle Fantasy Age. Mais ensuite, ils ont décliné le système Edge. Ils ont sorti d'autres jeux, notamment Modern Edge, qui vous permet de faire donc de l'enquête scientifique, de l'enquête policière et des choses comme ça, donc dans un âge moderne, et aussi des trucs plutôt orientés high-tech. Voilà. Alors, on va pas non plus dans la science-fiction dans Modern Edge, c'est vraiment plus pour de l'enquête, etc. Et ce système Edge, donc dans sa, et ils ont sorti d'autres jeux, hein, mais je vais pas tous vous les faire, on les fera de façon, je pense, sur la chaîne à un moment, notamment Blue Rose, qui est vraiment un jeu très très intéressant à lire. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer dedans, mais un jour, il va vraiment falloir que je vous le présente, Blue Rose, parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. Et puis quoi d'autre dans sa, donc c'est ça, dans sa dernière déclinaison. Donc ils ont fait pas mal d'adaptations aussi de jeux, je vais pas vous faire toute l'historique de l'entreprise, mais le Edge dans sa dernière déclinaison, ils ont fait notamment The Expanse, qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver notamment chez Black Book Edition en français. Et bien sachez que c'est Green Running à la base et qui utilise le même système, donc le Edge, que Fantasy Edge. Voilà. Alors, j'espère que c'était pas trop décousu, mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'ils font. Donc, beaucoup de choses que font cette maison d'édition. Ils font aussi d'autres choses, mais c'est vraiment basé sur le Edge System. Et d'ailleurs, il y a une version Cthulhu qui a été en financement il y a pas très longtemps. Je l'ai raté, je suis un peu dégoûté parce que ça a l'air vraiment intéressant. Mais il y a une version pour faire du Cthulhu qui va être faite en Edge System. Et j'ai hâte de voir ça, sincèrement. J'ai vraiment hâte. Mais pour l'heure, revenons sur notre Fantasy Edge du jour. On est parti tout de suite pour la maquette et les illustrations. La maquette, donc, on va déjà commencer par l'ouvrage, hein. Donc c'est un format hardcover, vous voyez, c'est assez petit. Ça fait 153 pages exactement, donc c'est vraiment tout resserré, c'est vraiment une boîte à outils tout en un. Vous avez à l'intérieur tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prendre en main le jeu et jouer. Vous avez tout ce qui est création de personnages, règles du jeu, etc. Vous avez un petit bestiaire. En plus de ce bestiaire, vous avez à la fin une aventure pour faire jouer directement un scénario. Voilà, donc il y a quand même un scénario qui est inclus dedans. Et deux parties que je trouve très sympa. C'est d'abord une partie Game Master Guide qui vous donne plein de conseils, des objets magiques, des choses comme ça à donner. Voilà, tout ce qu'on pourrait retrouver dans un guide du maître. Là, vous l'avez je crois que ça fait 13 pages exactement. Donc c'est encore une fois très condensé, mais en vrai, il y a vraiment tous les conseils de base pour commencer, plutôt que se taper un pavé de 250 pages, 300 pages. Bah là, vous avez tout qui est dedans pour commencer, c'est bien. Et puis, vous avez aussi une partie world building où on vous explique comment construire votre univers, comment vous approprier un univers aussi. Ça, c'est un truc un peu sympa. Mais voilà, vous pourriez prendre n'importe quel univers de fantasy et grâce à Fantasy Edge, si vous voulez m'autoriser avec ça, vous pouvez en faisant quelques adaptations, etc. C'est un jeu dans lequel il ne faut jamais perdre de vue que c'est une boîte à outils modulaire et adaptable. Parce que, on vous le répète assez souvent, mais par exemple, dedans, vous allez avoir les pistolets. C'est une chose, mais on vous dit bien, attention, les pistolets ne sont pas forcément disponibles dans tous les settings, c'est à mettre ou à enlever à la discrétion du maître de jeu, etc. etc. Donc après, bah voilà, quand vous avez ça, eh bien, vous venez mettre les briques en fait que vous voulez, vous pouvez changer le nom des choses si vous voulez, bref, c'est vraiment vous qui faites votre sauce, mais tout vous est fourni. J'insiste là-dessus, parce que des fois, dans certains jeux, on a fait à votre sauce, mais en fait on te donne juste la recette, mais on ne donne pas vraiment d'ingrédients. Et là, vous avez vraiment la recette et les ingrédients. Donc ça, c'est un truc que je trouve sympa, et c'est aussi pareil d'ailleurs pour les monstres. Bon, c'est de base dans ce livre-là, et dans un supplément, on vous donne vraiment la recette pour créer vraiment un monstre sur mesure à vos besoins. Mais bon, voilà, c'est quand même là.
Voilà, on peut maintenant passer officiellement à la maquette. Et d'ailleurs, nouveauté, hein, je vous mets le feuilletage en même temps, donc dans une vidéo que je mette par là ou par là, peu importe, je trouverai bien l'endroit. Donc la maquette en soi, moi c'est une maquette que j'apprécie, mais je pense que certains ne vont pas forcément apprécier. Il n'y a pas de chichi, c'est très... voilà, c'est comme ça, c'est noir sur blanc avec des tableaux là où il y a besoin. Les informations importantes sont mises en évidence. Voilà, par exemple, quand on vous dit pour calculer votre score d'attaque, et ben hop, vous avez la bonne chose en plus gros, en gras, etc., qui est vraiment mis en évidence. Et puis voilà, les illustrations qu'il y a dedans, elles ont différents niveaux. Elles sont quand même d'un niveau que moi je trouve très bon. C'est pas les meilleures illustrations que j'ai vues de ma vie, mais en tout cas, c'est des illustrations qui font très très bien le travail, je trouve. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment très clair. Il n'y a pas de chichi. C'est tac, comme ça. Au niveau de la structure de l'ouvrage, je le trouve bien fait, mais alors il y a plusieurs choses. Il vous prend la main de A à Z, mais parfois il y a un truc un peu étrange. Notamment au niveau du passage de niveau. Quand on est passé de niveau 1 au niveau 2 avec mes joueurs, on s'est un peu gratté la tête parce que vous avez un peu deux parties qui parlent du passage de niveau, mais finalement il n'y a que la partie page 26 qui vous intéresse vraiment en tant que joueur. Le reste c'est plus pour expliquer au MJ comment donner le point d'expérience. Voilà, il y a comme deux parties, c'est vraiment page 26 pour monter de niveau et tu suis ça, et il faut faire attention à bien lire aussi. Il y a dans l'ouvrage une sorte de problème de wording, j'ai envie de dire, je sais pas comment on dit en français, mais un problème de nommage des choses, notamment les talents. Évidemment, je reviendrai là-dessus dans la partie système, mais vous avez des talents et vous avez des talents magiques. Ce qui fait que on se retrouve des fois à confondre un peu les deux de façon un peu bête. Par exemple, on vous dit voilà, vous acquérez un nouveau talent, et puis bah là, le joueur, moi ça m'est arrivé, le joueur qui dit tiens, bah, je vais aller chercher un nouveau sort. Oui, mais en fait non, parce que c'est un talent, c'est pas un talent magique, donc tu peux pas chercher de nouveaux sorts. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui peuvent parfois être un peu étranges quand on fait pas bien attention. Il faut vraiment lire, c'est vraiment cette partie 26, peut être un peu confusante, cette partie page 26, pardon, peut être un peu confusante, mais sinon ça se lit très bien, en tout cas pour le reste. Et une chose que j'aime beaucoup, ça va être la description des classes quand on vous allez choisir des classes. Je reviens après sur la partie système, la mini partie système, mais vous avez vraiment chaque niveau ce qui va vous apporter, ce que vous allez devoir choisir à chaque niveau. Et donc, quand vous faites votre montée de niveau, vous allez page 26, vous faites ce qu'on vous dit, plus vous allez regarder dans votre classe pour choisir ce qu'il faut, voilà, ce qu'on vous demande de choisir, et ça reste quand même très clair, donc on n'acquiert pas forcément les mêmes choses aux mêmes endroits, suivant la classe qu'on est, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que moi je trouve clair, en tout cas. On se perd pas pendant 300 ans, et une fois que c'est compris, ça roule tout seul. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie maquette. J'ai pas grand chose de plus, mis à part que dire que c'est clair, il n'y a pas de chichi, voilà, il y a pas besoin de. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur non plus. En tout cas, moi j'ai la troisième impression. Je ne l'ai pas acheté en 2015, je l'ai acheté l'année dernière ou l'année d'avant. C'est un jeu qui est bien écrit, avec un niveau d'anglais très accessible. Si vous lisez un peu en anglais, oui, ce que j'ai pas précisé, mais le jeu est en anglais, il n'y a pas de VF qui existe pour ce jeu-là. Si vous voulez une VF qui se rapproche avec le même système, dirigez-vous vers Dragon Age pour la fantasy, ou vers The Expanse pour du spatial chez Black Book, mais il n'y a pas de VF pour ce jeu-là. Je sais que Black Book, ils ont les droits, mais ils n'ont pas forcément l'intention de le faire, donc voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est vraiment un niveau d'anglais très accessible et il n'y a pas de faute, c'est propre, c'est très propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà pour la partie maquette. Passons maintenant à la partie système de jeu. Ah, la partie système de jeu, c'est une partie que j'aime beaucoup, surtout quand j'aborde ce genre d'ouvrage qui est en fait que le système de jeu. Ben, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans les autres parties. Mais bon, bref. Donc, le système de Fantasy Edge, j'allais dire de Dragon Age, mais non, aussi d'ailleurs, mais le système de Fantasy Edge, c'est un système à base de 3D6. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Talisman, vous pourriez aller la voir pour comparer un petit peu. Ça ressemble quand même pas mal au niveau du système. Je veux dire, un système 3D6, ça se ressemble souvent. Mais en gros, vous avez 3D6, vous en avez deux qui sont d'une couleur bien précise, ou du moins vous savez différencier.
différencier, et un troisième qui est lui d'une couleur différente, qui va être un dé d'effet, on va dire. Il va aussi avoir son importance, mais avec les autres, mais ça va être un dé d'effet. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez besoin de faire un jet, mettons que je fais un jet de fighting, eh bien je vais jeter mes 3d6, auxquels je vais ajouter mon modificateur, et il faut battre une difficulté. Jusque-là, rien d'extraordinaire pour ceux qui ont déjà joué un petit peu au jeu de rôle. Voilà, vous additionnez les 3D et vous devez battre une difficulté. Là où ça devient intéressant à mon sens, c'est que ce dé-là, il est un peu spécial. Quand vous faites des doubles avec n'importe quel dé, donc ça peut être ces deux-là, ça peut être ces deux-là, peu importe. Quand vous faites un double, vous regardez le chiffre qui est inscrit sur le dé spécial, donc que ce soit lui qui ait fait le double ou pas, ça n'a pas d'importance. Par exemple, là, c'est un 6, très bien. Eh bien, j'ai généré à ce moment-là, en fait, vous regardez donc le chiffre, ça veut dire que vous avez généré alors ce qu'eux ils appellent des stun points, donc c'est des points de cascade si vous préférez. Moi dans l'actual play, comme j'ai tout francisé, j'ai vraiment fait de la traduction de la fan trad, j'ai appelé ça des points de prouesse, qui me paraît être plus joli déjà et plus juste. Point de cascade, je trouvais pas ça beau, donc j'ai mis point de prouesse. Voilà. Et ces stun points que vous avez générés, donc là par exemple c'est un 6, eh bien vous allez pouvoir vous en servir pour acheter des choses dans une liste. Alors ça dépend ce que vous faites, si vous faites du combat, si vous faites de l'exploration ou si vous faites de l'interaction avec un PNJ, vous n'allez pas voir le même tableau. Mais là par exemple j'ai généré donc 6 stun points, et donc je vais regarder dans mon tableau qui correspond à ce que je suis en train de faire. Par exemple là je suis en combat, et bien hop, je vais regarder dans mon combat, et là j'ai tout un tas de choses, et comme j'ai fait 6, je peux acheter absolument tout. Mais voilà, vous pouvez en acheter un, vous pouvez en acheter plusieurs, ils se cumulent ou pas. Il y a des choses que vous pouvez mettre autant de points. Par exemple, le premier, c'est 1 plus. Ça veut dire que vous pouvez l'acheter 6 fois de suite et les effets vont simplement se cumuler. Il y en a d'autres qui se cumulent pas, etc. Donc voilà, vous allez ajouter des effets spéciaux à votre. Bah là, dans mon cas, moi c'était une attaque. Vous allez ajouter des effets spéciaux à votre attaque dans ce cas-là qui vont venir bonifier votre action. Par exemple, je l'attaque, oui, mais je désarme en même temps mon adversaire. Voilà. Ce qui est un truc très sympa. C'est vraiment ce qui m'a plu à la base, ce côté stunts. Alors j'en reparlerai en conclusion de tout ça, mais ça, de base, ça marchouille. Pour l'instant, je vous dis ça et on en reparle en conclusion. Mais voilà, donc c'est vraiment le cœur du jeu, notamment quand vous êtes en exploration, par exemple, ça peut être, vous trouvez l'objet que vous cherchez 2 fois plus vite. Voilà, vous cherchez la pièce 2 fois plus vite, ou en plus vous trouvez quelque chose d'autre, etc. etc. Vous avez des effets comme ça qui viennent s'ajouter, et pareil en interaction, vous avez le même système, vous pouvez prendre l'avantage sur votre adversaire, vous pouvez l'intimider, des choses comme ça. Suivant ce que vous désirez faire. Il suffit d'acheter dans le tableau la chose qui vous intéresse le plus à ce moment-là. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du système de jeu. Et une autre petite chose aussi à noter sur ce système de jeu, au niveau des classes. Quand on l'ouvre, ça peut faire un peu étrange. C'est un jeu qui fonctionne par arbre, comme on a pu le voir en Donjons Dragon 3.5 ou en 4ème édition, ou dans d'autres jeux encore qui utilisent des systèmes de voix. Donc vous avez au début le choix entre 3 classes. Vous avez guerrier, mage et rogue, et vous choisissez ça vous donne un certain package de choses. Et ensuite, hop, quand vous arrivez niveau 4, vous choisissez une spécialisation. Donc là, par exemple, je veux être Miracle Worker si je suis mage. Donc il y a des spécialisations qui sont restreintes à certaines classes de base. Ensuite, quand je vais monter de niveau, je vais pouvoir avoir une autre spécialisation. Hop, je vais aller chercher autre chose. Vous allez vraiment pouvoir faire votre personnage que vous vouliez à la base, avec l'idée que vous voulez. Vous pouvez choisir comme ça différents packages qui viennent simplement rajouter des modifications à votre classe. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple pour le rogue, hop, tu vas chercher spécialisation assassin, et donc tu vas avoir plus de bonus pour te dissimuler et en gros faire des assassinats, etc. Mais c'est toujours très réduit, ça vous débloque pas forcément de nouvelles arbres de compétences de folie, ça reste toujours très simple. Ça, pour moi, c'est une des forces du jeu, une des forces de son système, c'est que ça reste quand même très simple et très accessible tout le temps, en tout temps, peu importe ce que vous choisissez. J'ai fait plusieurs tests de mon côté au niveau combinaison et tout, et ça marche vraiment bien. Et un dernier point côté système, c'est au niveau de la magie. La magie, c'est un peu pareil que ce système de voix.
En gros, chaque type de magie est sous forme de condensé. Donc, par exemple, voilà, vous avez l'arcane du feu, donc c'est sous forme d'arcane. Vous avez l'arcana du feu, vous avez l'arcane du froid, vous avez l'arcane de l'eau, vous avez l'arcane de la pensée. Bref, vous avez plusieurs arcanes comme ça. Et donc, quand vous débloquez un Magic Talent, eh bien, vous allez pouvoir aller choisir une nouvelle famille et un ou plus sorts de cette famille. Voilà, par exemple, quand vous êtes mage de niveau 1, vous commencez mage, vous choisissez, je crois que c'est deux familles de base avec chacun deux sorts. Donc vous commencez avec 4 sorts et hop, voilà. Évidemment, je préciserai tout ça au niveau des règles, mais sachez simplement que les familles de magie sont vraiment rangées et donc vous devez les débloquer et acheter les sorts qui sont dedans. Enfin, acheter, débloquer les sorts qui sont dedans. Et en fonction de votre montée de niveau, vous pouvez soit choisir une nouvelle famille, soit acheter des nouveaux sorts, etc. Bref, je reviendrai là-dessus dans la vidéo qui concerne le système de jeu. Et puis aussi concernant la magie, sachez que c'est un système à base de mana. Donc quand vous lancez des sorts, vous consommez du mana et vous le récupérez en vous reposant, etc. Mais c'est un système à base de mana et non pas d'emplacement de sorts. Ce qui fait que pour des gens qui seraient plus habitués aux jeux vidéo, d'ailleurs ça vient directement de Dragon Age, cette affaire-là je pense, pour des gens qui seraient plus habitués aux jeux vidéo en disant bah, quand je lance tel sort ça me consomme tant de mana, c'est aussi peut-être un peu plus simple que de gérer des emplacements de sorts. Là il n'y a pas de sort à apprendre ou quoi que ce soit, vous pouvez lancer autant de sorts que vous voulez tant que vous avez le mana pour. Là voilà, vous avez ce système de mana que je trouve bien sympa aussi, qui me plaît bien personnellement, plutôt que le système d'emplacement de sorts. Voilà pour la partie système, je ne vais pas plus en détail dans cette vidéo là, on se retrouve la prochaine fois pour parler en détail du système, mais quand même en conclusion je reviendrai dessus parce que y a des choses en rapport avec la gamme qu'il faut que je vous dise. Et donc maintenant on peut attaquer le Qui qu'en parle. Et bien qui qu'en parle, il y a quand même pas mal de monde, notamment je vais mettre en avant aujourd'hui Tarabor qui en a fait aussi une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur sa chaîne, donc il a présenté quelques ouvrages de Fantasy Age, voilà je vous les mets en lien. Et pour ceux qui seraient à l'aise en anglais, vous avez notamment un actual play complet avec une partie du cast de Critical Role notamment, Laura Bailey, avant qu'elle soit dans Critical Role, et en fait c'était avant Critical Role. Donc c'est sur Geek and Sundry et c'est Titan's Grave. Et c'est d'ailleurs mené par Will Wheaton, que moi je connais pour avoir été acteur dans Star Trek. Donc voilà, c'est marrant de voir que c'est qui fait lui aussi du jeu de rôle et qui fait en plus du Fantasy Age. Voilà, et donc il a écrit un supplément qui fait maintenant partie de la gamme, qui est un monde qu'il a créé lui, et donc voilà, il en a fait un supplément. Voilà donc pour le qui en parle, et maintenant on peut passer au où qu'on le trouve. Eh bien là-dessus c'est assez simple, j'ai envie de vous dire que peu importe la boutique que vous fréquentez, il y a moyen qu'elle ait l'ouvrage soit en boutique directement, soit sur commande. On ne trouve pas forcément tous les suppléments qui arrivent dans la gamme ensuite facilement. Si vous voulez tout, vous pouvez encore les avoir sur le site de Green Running. Et moi, pour ma part, je l'ai acheté chez l'Imaginaire à Québec et il m'a coûté 32,99 $. Donc, c'est pas un jeu que je trouve très cher et c'est un jeu qu'on trouve facilement. Vous avez évidemment les PDF que vous pouvez acheter sur DriveThru, etc. Surveillez des fois les Humble Bundle et surtout Bundle of Holding qui font quelquefois des offres sur le Edge System. Moi j'en ai récupéré quelques-uns comme ça, mais c'est assez intéressant des fois à surveiller. Et ça vous permet de récupérer toute la gamme en PDF. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'ils participent régulièrement sur Bundle of Holding. C'est souvent qu'il y a des bundles de PDF de ce jeu. Voilà, pas forcément de ce jeu, mais de cette gamme de jeux. Et donc maintenant, on peut passer à la gamme. Aujourd'hui, donc, je vous présente le Basic Rulebook, donc le livre de base, qui se suffit en soi, mais il faut pas non plus. Vous allez peut-être vite vous sentir étriqué. Vous avez le compagnon, hop, ici. Celui-là, je vais vous le présenter juste après la vidéo système de jeu, donc d'ici 2 semaines. Ce compagnon, il apporte des variations de règles, il apporte de nouveaux sorts, de nouveaux arcanas, donc de nouvelles familles de sorts, de nouvelles spécialisations, de nouveaux peuples aussi, de nouvelles races. C'est vrai que dans le livre de base, on a vraiment des races classiques et communes, mais là, vous en avez d'autres.
Et vous avez donc, comme je disais, des nouvelles spécialisations, des nouveaux sorts, et surtout, vous avez beaucoup d'options de jeu, et notamment au niveau de la gestion des stunts. Pour moi, c'est un indispensable. Voilà, si vous achetez l'un, achetez l'autre en même temps, parce que vraiment, pour moi, le compagnon est indispensable pour profiter pleinement du système de stunt, et je vais en parler en conclusion, et j'en retoucherai un mot dans la vidéo système, mais c'est vraiment, allez, je vais le dire maintenant, comme ça ce sera fait, c'est un point qui peut être frustrant, ce système de stunt. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des doubles, il faut les déclencher, et donc quand vient le moment où vous voudriez vraiment pouvoir désarmer votre adversaire par exemple, vous voudriez vraiment exécuter telle action, vous n'avez pas de chance, vous n'êtes pas de double. Alors vous réussissez votre action, mais vous voudriez vraiment à ce moment-là déclencher un stunt. Et ça peut être frustrant. Ça peut être très frustrant. Et dans le compagnon vient un système de réserve de stunt, en fait, que quand vous en avez besoin, vous pouvez piocher dedans, et elle n'est pas infinie, hein, elle se régénère à chaque session de jeu, mais elle n'est pas infinie. Et donc, quand vous faites votre truc et que vous dites, là, j'aimerais bien pouvoir faire ça, j'ai pas fait de double, hop, je vais piocher dans la réserve, comme ça, vous faites votre truc, ça ne vous frustre pas, et comme ça, voilà, show must go on. Et moi, c'est un truc que je trouve très sympa. Il y a aussi d'autres options que je vous présenterai évidemment, sinon je fais la critique en même temps et ça n'a aucun sens. Donc voilà, le compagnon pour moi, c'est vraiment, vraiment un indispensable en même temps que le livre de règles si vous voulez profiter vraiment pleinement du jeu. Voilà. Avec ça, vous avez un bestiaire qui est bien complet aussi. Vous avez vu, hein, tous les ouvrages font à peu près la même taille, hein, c'est vraiment tous à peu près pareil. Donc le bestiaire, lui, est très complet aussi, très sympa, beaucoup de bonnes idées. Je vous le présenterai aussi évidemment. Il viendra. D'ailleurs, je pense que je vais les présenter à peu près dans cet ordre que je vous les présente là. Mais bestiaire vraiment très intéressant. Vous avez, celui-là c'est le dernier qui est arrivé chez moi, qui est Lairs, qui est un complément au bestiaire, si vous préférez. C'est de nouvelles créatures, mais surtout, c'est des environnements pour les créatures. Donc on vous présente vraiment des lieux d'intérêt avec son grand méchant, ce qu'il y fait, etc. On vous présente vraiment tout ça, on vous donne quelques lieux. De mémoire, il y en a une dizaine dedans. On présente voilà, les lieux si vous voulez les intégrer dans votre campagne, tac, voilà, comment l'intégrer, etc. Euh, et donc je vous présenterai ça aussi. Et ensuite, pour finir, moi dans les ouvrages que j'ai, le Campaign Builder, donc celui-là il m'a été très très utile pour l'actual play. Donc là c'est vraiment comment créer votre monde, comment créer votre campagne, les choses à penser, les choses à faire. C'est un ouvrage que je pourrais conseiller à tout le monde voulant se lancer dans le world building pour la première fois et ayant pas vraiment de connaissances ou de notions de comment faire. Il y a d'autres vidéos qui vous pourraient vous présenter ça, mais c'est vraiment un ouvrage intéressant pour ça. Et surtout, voilà, comment créer votre campagne, avoir un sens du rythme, comment créer le type d'aventure qu'on peut créer, les structures, voilà, de scénarios qu'on peut créer, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa, qui m'a vraiment aidé pour le coup. J'ai appris des choses. Alors pourtant, des campagnes, j'en ai créé quand même quelques-unes, mais vraiment, il m'a vraiment bien aidé celui-là. Donc voilà moi pour ce que j'ai en physique à la maison. En plus de ça, sachez qu'il y a d'autres choses qui sont sorties. Vous avez un autre supplément qui est sorti pour jouer dans un univers plutôt typé Grèce antique, etc. Vous en avez encore un autre qui lui revient sur un monde qui a été créé pour une campagne d'actual play qui s'appelle Valkana de mémoire. Voilà, c'est Titan's Grave qui lui vous présente encore de nouvelles espèces. C'est un monde plus typé Eberron avec la technologie, etc. Et de nouveaux peuples. Celui-là, je l'ai pas. C'est un supplément qui est un peu plus difficile à trouver, mais on le trouve quand même. C'est juste que j'en ai pas vu forcément l'utilité. Donc voilà, celui-là je l'ai pas. Pareil pour celui de la Grèce antique, je l'ai pas parce que pour l'instant il m'intéresse pas, donc j'ai pas investi dedans. Et vous avez encore d'autres suppléments, donc il y a toute une série sur Freeport. Alors, les vieux de la vieille, vous devez certainement savoir ce que c'est Freeport. En gros, c'est un setting de pirates, ok. C'est vraiment une ville de pirates et il se passe plein de trucs. Et ça a été écrit par Chris Pramas à la base.
Et puis en plus de tous ces suppléments Freeport, vous avez aussi un autre supplément qui est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'à la base il a été écrit pour la cinquième édition, c'est Lost Citadel, qui présente un endroit un peu corrompu, avec un domaine de la mort, etc. Lost Citadel, c'est pour la cinquième édition, mais il y a une version Fantasy Age qui est sortie, enfin c'est un kit de conversion à la base, mais qui fait officiellement partie de la gamme. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de rajouter Lost Citadel, qui rajoute aussi encore de nouvelles choses. Voilà. Au niveau de la gamme, moi ce que je vous conseillerais vraiment pour démarrer, ça va vraiment être comme je vous ai dit, donc tac tac tac, hop, le Basic Rulebook évidemment, le compagnon qui est pour moi indispensable, et vraiment le bestiaire. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment la base de chez base. Le bestiaire, ça pourrait attendre un petit peu, parce qu'il y a quand même 10 pages de créatures dans le livre de base, c'est peu, mais bon, ça permet quand même de faire quelques aventures. Mais le bestiaire, pour moi, est vraiment important. Et puis évidemment dans la gamme, hein, j'ai pas dit, mais il y a un écran de jeu aussi, je l'ai totalement ignoré parce que je l'ai pas. C'est un des écrans de jeu que j'ai pas, effectivement. Mais il m'intéresse pas tellement parce que comme j'ai tout francisé, j'ai tout traduit moi, j'en ai fait une version sur mesure de l'écran, donc j'ai plus besoin de leur écran à eux. Et puis en plus, l'illustration derrière, c'est trois illustrations pas hyper jolies. Parce que oui, Green Running, vraiment les illustrations derrière l'écran, c'est vraiment pas leur truc, hein. Ils prennent trois illustrations de jeu, voilà, ils vont faire un truc comme ça, genre, tac, voilà, une illustration une illustration, trois volets comme ça, et puis trois petits tours et puis s'en vont, quoi. C'est vraiment pas leur truc de faire des jolis écrans, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, donc au niveau de la gamme, voilà ce que vous avez aujourd'hui. Donc il y a vraiment une gamme complète. Je dirais pas pléthorique, mais quand même, il y a quand même pas mal de suppléments si c'est un truc qui vous intéresse vraiment. Et puis voilà, donc on peut passer maintenant à la conclusion. En conclusion, Fantasy Age, je vais déjà commencer par ce que moi j'aime. Je finirai par pourquoi est-ce que j'ai choisi ce système de jeu pour l'actual play. Mais qu'est-ce que j'aime dedans? Eh bien, tout d'abord, c'est un système simple. Ça reste vraiment simple tout le temps, tout en étant complet. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Il y a vraiment, au niveau des spécialisations, vous pouvez vraiment faire, je trouve en tout cas, un personnage qui vous plaît, peu importe ce que vous cherchez à peu près. Alors c'est surtout vrai que le compagnon, un peu moins que le livre de base, juste, mais quand vous avez le compagnon, ça débloque vraiment les choses et vous retrouvez comme ça avec pas mal de choses. Donc ça reste simple tout en étant très complet et en vraiment, moi je trouve, en pouvant faire jeu égal avec de bien plus grosses montures. Voilà, si vous voulez faire tourner une campagne d'un autre jeu avec celui-là, vous n'aurez pas trop de mal. Et voilà, il y a ça aussi, c'est une force, c'est complet et c'est hackable. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment venir faire sa bidouille dedans. Mais mieux encore, c'est fait pour ça. On vous donne les clés sur comment faire ta bidouille, et notamment dans le bestiaire, vous le verrez, mais on vous dit voilà, tel monstre, tac, voilà comment tu pourrais le personnaliser, voilà les clés pour pouvoir personnaliser les monstres, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est hackable, et pareil au niveau du système de règles, on vous donne parfois des exemples de choses, genre si ça vous correspond pas, et on peut le changer. Vous pouvez le changer, par exemple, le remplacer par ça. Donc ça cause aucun problème de venir bidouiller les choses, et moi c'est quelque chose qui m'a très très fortement plu. Et une chose que je trouve très intéressante, c'est ce système de stuns. Pour moi, les stuns, c'est vraiment ce qui fait le sel du jeu. Sans ça, le jeu n'aurait pas forcément trop d'intérêt. Et pour le fait de pouvoir déclencher des effets qui vont pas rajouter forcément de complexité, mais qui vont rajouter un peu de côté waouh à l'action, moi, c'est quelque chose que je trouve super. Et il y a aussi le côté de classe que j'aime beaucoup, ce côté 3 classes pour démarrer, donc on reste très simple pour les nouveaux arrivants. Et puis ensuite, tac, voilà, niveau 4, une spécialisation, et puis ensuite encore une spécialisation, et puis on finit, je crois que c'est niveau 15 ou 16, par une troisième spécialisation qui vient vraiment compléter le tableau et faire vraiment un personnage que vous voulez. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, avoir le choix, mais avoir vraiment le choix et pas forcément une illusion du choix. Voilà. Je sais pas, moi, c'est une connerie, mais par exemple, si je voudrais faire un guerrier, rien ne m'empêche au niveau 4 d'aller chercher une spécialisation qui s'appelle Arcane Dabbler, qui me permet donc de commencer à lancer des sorts. Je me retrouve avec un guerrier en armure lourde, mais qui peut lancer des sorts. Voilà, donc je peux vraiment, comme ça, aller changer mes choses. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et maintenant, passons au défaut. Un défaut qui, pour moi, n'en est pas un, mais je vais expliquer pourquoi. C'est une critique qui revient souvent, et vous la verrez
sûrement passer si vous cherchez des informations sur le jeu. Vous avez notamment le podcast anonyme Franck et Laurent qui en ont fait une vidéo de Fantasy Edge sur le livre de base, qui n'ont pas forcément accroché plus que ça, et notamment à cause des combats. Donc c'est cette critique qui revient souvent en disant les combats sont trop longs, ils s'éternisent, les ennemis ont trop de points de vie et les armes font pas assez mal. Cette critique, je la comprends pas trop. Moi, j'ai fait des combats et en fait, c'est plutôt fluide, c'est plutôt rapide. Personne s'est plaint autour de la table. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai une troisième impression que ça aurait été corrigé, mais j'ai pas l'impression. Mais vraiment, il y a des gens qui disent que les ennemis sont des sacs à PV et qu'on fait pas assez de dégâts. Je sais pas, moi je pense qu'il y a peut-être un oubli, parce que ça m'arrivait en fait tout simplement, autour de la table on avait tous oublié d'ajouter nos modificateurs de force aux dégâts. Parce qu'en plus de l'ajouter aux modificateurs de force ou autre, mais en plus de l'ajouter au jet d'attaque et tout, on l'ajoute aussi aux dégâts. Et nous ça nous arrivait, effectivement à ce moment-là je me suis dit putain mais ils vont jamais y arriver, ça va être long. Si on n'ajoute pas le modificateur, effectivement. Mais voilà, quand l'arme vous dit c'est 2d6 plus 2 par exemple, eh bien ce sera 2d6 plus 2 plus modificateur de ta force par exemple. Voilà. Et je pense que des fois il y a peut-être un oubli, ce qui fait que c'est une critique qui revient souvent, mais vraiment je suis pas d'accord avec ça. Voilà, mais je devais quand même vous le notifier au cas où vous seriez d'accord avec ça. Autre chose, il y a pour moi un côté un peu rigide dans son truc de départ. Par exemple, quand vous faites un nain, je l'expliquerai là-dessus encore sur le système de jeu, mais quand vous faites un nain, vous avez des choses qui vous sont données et vous avez une table d'avantages spécifiques par peuple. Vous jetez 2d6 et vous regardez sur une table et ça vous donne des choses aléatoirement, voilà. Et par exemple, quand vous faites un nain, vous avez euh, la maîtrise des haches. Mais moi je trouve ça nul en fait. Je trouve ça nul parce que comme par hasard, voilà, je refais un nain et j'ai les haches. Alors oui, d'accord, c'est l'image qu'on a tous. Hein. On voit pas Gimli avec une épée par exemple, mais c'est c'est un peu rigide parce que moi si je voudrais faire un guerrier nain qui se bat à l'épée, eh bien je me retrouve avec obligatoirement la spécialisation hache. Bah, c'est nul. J'ai pas d'autre chose à dire. Et pareil pour les elfes. Oh bah du coup ils ont l'arc. Ouais mais en fait moi je voulais me battre avec une épée. Genre j'en ai rien à chier de ton arc. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors moi, j'ai complètement changé ça. Encore une fois, c'est pratique, le jeu vous le permet vraiment. Moi, j'ai simplement dit, bah voilà, spécialisation, ce que tu veux. Voilà. Quand tu tombes là-dessus, tu choisis ce que tu veux comme spécialisation. Je vous représenterai évidemment parce que j'ai retravaillé tout ce qui était peuple pour mon univers à moi, donc Elvogrod, que je vous présenterai bientôt. Je sais même pas, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse si j'alterne une vidéo présentation Fantasy Edge et une vidéo Elvogrod. Donc je pense qu'on fera Fantasy Edge, le système, et ensuite Elvogrod, compagnon, Elvogrod, bestiaire, Elvogrod, autre chose. Voilà, si vous voulez que j'alterne comme ça, dites-moi. Si vous voulez que je présente le monde plus rapidement que prévu. Mais voilà, je vais faire des vidéos comme ça sur le monde que j'ai créé. Et donc moi j'ai refait tout ça par rapport à Fantasy Edge en disant bah si tu tombes là-dessus, c'est simplement voilà, tu as la maîtrise de ce que tu veux. Voilà, tu choisis parmi la liste, pas besoin d'avoir t'es un nain donc tu auras les haches. Je trouve ça vraiment dommage et un peu nul. Ça fait vraiment stéréotype. Voilà, ça c'était au niveau vraiment des peuples. Autre chose qui me dérange, les stunts. Donc ce que moi j'ai appelé les prouesses. Je trouve que ça marche mal, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du déclenchement. Voilà. Enfin, ça marche bien, mais il faut vraiment tomber sur le bon moment quand on veut le faire. Et puis, bah, voilà, quand le moment est là, hop, il faut vraiment avoir la chance de tomber sur un double. Bon, il y a quand même 44% de chances de faire des doubles, et en vrai, ça marche vraiment bien. On fait quand même souvent des prouesses à la table, donc c'est vraiment cool. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui marche pas de base avec le livre. Voilà, c'est ce côté déclenchement vraiment trop aléatoire. Et quand vient l'instant T et que t'as pas la chance, tu peux être frustré. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment le compagnon et d'aller regarder au niveau des règles optionnelles pour gérer tout ce qui était point de stunt avec les règles optionnelles. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille.
Il y a aussi d'autres règles que je vous présenterai quand je ferai la critique dessus, mais j'ai aussi pioché d'autres trucs là-dedans qui seront appliqués à la table de l'Actual Play en automne. Et autre chose sur les stunts qui peut déranger, c'est cette multiplication des tables. Parce que, eh bien, déjà de base, j'ai 3 tables qui vont être ça, c'est à faire en combat, ça, c'est à faire en exploration, ça, c'est à faire quand tu es en interaction, et puis une quatrième, ça, c'est à faire quand tu lances des sorts. Voilà, parce qu'il y a aussi des prouesses pour les sorts. Euh, ça, ça peut gêner certains. Ça ne me dérange pas forcément. À la table, il n'y a personne qui s'est plaint, mais je trouve que tu te retrouves avec 4 feuilles et donc tu es en train de. Tu as généré des points. Ok, merde, c'est quelle feuille, c'est quel truc, c'est quoi qu'il faut chercher. Moi, j'ai zéro fait parce que je les ai tous traduits et donc j'ai mis un code couleur en même temps pour que les joueurs puissent savoir visuellement quelle feuille ils doivent prendre. Mais voilà, il y a ce côté peut-être un peu multiplication de feuilles. Quand on les connaît pas, c'est pareil, c'est un peu long à lire aussi. Les premières parties, ça risque d'être un peu pénible là-dessus en disant qu'est-ce que je peux faire, lire, machin. Mais au bout de quelques parties, ça va tout seul et en vrai, c'est assez fluide et les gens savent ce que ça fait à force. Donc voilà. Et puis, moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans, c'est tout ce qui est interaction. Alors, je sais pas si je fais pas un peu mon vieux con à ce moment-là, mais il y a vraiment. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre des stunts d'interaction avec des PNJ. Et il y en a surtout un que je trouve assez cringe. Imaginons là, je suis en train de discuter avec un PNJ, qu'on me demande de faire un jet pour le convaincre, je jette mes 3d6, je fais un double, je regarde ma table d'interaction et je me retrouve avec assez de points pour faire mon stunt flirt. Et donc, d'un seul coup, en fait, je charme la cible. Voilà, et elle devient amoureuse de moi. Euh, c'est pas magique, hein, c'est juste naturellement, voilà, la cible tombe amoureuse. En gros, il y a une petite mécanique à faire, mais la cible est charmée par le PJ. Et donc, il faut agir en conséquence et tout. Et évidemment, il n'y a pas d'autres trucs un peu bizarres, hein. C'est vraiment ce que vous ferez de ce flirt ne tient qu'à vous. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez passer à autre chose. Vous avez le choix, mais la cible maintenant est tombée amoureuse de vous. Je sais pas, il y a un côté un peu artificiel. Je préférais que ce soit le joueur ou la joueuse qui, pendant la partie, voilà, elle fait son jet, elle interagit avec le PNJ, et puis ça vient naturellement. Enfin, tiens, ce PNJ, je vais essayer de le charmer, je vais essayer de faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi, et au pire, on rajoute un jet. Mais là, c'est vraiment genre, tac, bah, hop, j'avais pas prévu, mais finalement, la cible est tombée amoureuse de moi. Ok. Il y a un côté que je trouve un peu étrange, peut-être un peu lourdingue en interaction. Et je suis même pas sûr de les utiliser en partie. Pour être tout à fait franc, on joue demain. Et demain, on va redonner une chance, parce qu'on les avait déjà fait une fois, mais on va redonner une chance aux prouesses d'interaction et d'exploration. Parce que je suis vraiment pas convaincu d'utiliser ces deux-là. Euh, Exploration me dérange beaucoup moins, c'est quand même assez c'est léger, voilà, c'est du genre vous cherchez la pièce 2 fois plus vite, etc. Je sais pas vraiment s'il y a besoin. Et puis interaction, il y a un côté que je trouve peut-être un peu artificiel, un peu étrange. Donc je suis pas sûr de les utiliser. Mais en tout cas, pour tout ce qui est partie combat, donc que ce soit physique ou sort, ça marche très bien. C'est vraiment moi les seules critiques que j'aurais à faire sur ce jeu. Voilà donc pour la conclusion. Et en conclusion de la conclusion, pourquoi est-ce que j'ai choisi Fantasy Edge pour l'actual play? Eh bien, je vous dirais, il faut déjà que je vous raconte un peu la genèse de l'affaire. Je voulais pas faire de Donjons et Dragons. Ça, pour moi, c'était primordial. Alors que, bon, je savais que j'allais peut-être attirer plus de vues avec, mais c'était pas le but. Je voulais montrer d'autres types de systèmes. Je voulais montrer autre chose. Voilà. Je voulais montrer qu'on n'était pas obligé de faire de la fantasy qu'avec Donjons et Dragons, même si, voilà, j'enlève rien à Donjons et Dragons, mais moi, c'est pas un système qui me parle tant que ça. Et puis, voilà, je voulais montrer autre chose. Et j'aime bien ces mécaniques un peu de dés d'effet, etc. Et donc, moi à la base, je voulais un jeu qui soit en français parce que je veux faire l'actual play que en français. Je veux pas utiliser de mots en anglais pour au niveau des skills, au niveau des talents, au niveau de tout ça. Je voulais vraiment que ce soit entièrement en français.
Et pour simplement une meilleure immersion, hein. Je voulais une mécanique qui soit simple, aussi pour pas se prendre la tête avec les règles, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur l'histoire. Je voulais aussi qu'il soit complet, donc c'est-à-dire que j'ai assez de matière pour faire ce que je voulais. Et donc, je me suis mis à chercher. Donc au début, on est parti sur un premier système qui n'a pas convaincu l'entièreté du casting. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on l'a enlevé. Et là, je me suis trouvé un peu dans une impasse en me disant merde, faut que je cherche. Mais voilà, j'aurais pu faire du cœur vaillant. Mais bon, bah, ça reste quand même vraiment très proche de donjon. Donc, quitte à pas vouloir faire de donge, ça aurait été un peu idiot. C'est vraiment pas faire du donge pour pas faire du donge. Pareil, j'allais pas faire du Pathfinder. C'est pareil, c'est le même type de système. Puis bon, ça correspondait pas aussi au système léger. Je voulais pas faire comme ça euh, on va dire de pas faire du donge pour pas faire du donge, mais prendre héros et dragons par exemple, ça aurait été un peu idiot. Donc voilà, je cherchais comme ça. Et puis, je me suis retrouvé un peu devant une impasse. C'était soit des systèmes qui étaient un peu lourds, soit des systèmes qui convainquaient pas les joueurs, soit les combats étaient un peu longs parce que je voulais aussi que les combats soient un peu plus rapides. Donc je cherchais, je cherchais. Il y a plein de choses qui sont passées. Il y a Brigandine notamment qui a été un moment sur la table. Finalement, je l'ai pas retenu parce que j'attends la V2. C'est aussi une question de période, c'est parce que il y a pas, il y a des choses que j'attends qui sont en financement. Il y a des choses que voilà que j'avais pas reçues non plus à l'époque. Je savais pas si j'allais les recevoir et tout. Donc bon, il y a plein de choses comme ça qui sont passées. Et finalement, sur un coup de tête vraiment, en testant Fantasy Edge, je me dis merde, je vais envoyer un mail à Green Running parce qu'on avait testé avec Dragon Edge. Pour valider le système, on avait testé avec Dragon Edge, donc la VF de chez Black Book. Mais moi j'aurais bien aimé un jeu qui soit à la base en français. Mais bon, bref. J'ai envoyé un courriel à Green Running en leur disant hey, moi je serais intéressé pour faire un actual play avec votre système que j'aime bien. Est-ce que vous m'autoriseriez à faire une traduction du jeu, mais à mon usage personnel? C'est-à-dire que je vais jamais vous filer une feuille que j'ai fait moi pour la traduction. Je vais pas notamment vous donner les tableaux de prouesse et tout, je peux vous les montrer, mais je vais pas vous les donner. Euh, et donc j'avais envoyé ça à Green Running en leur disant est-ce que vous m'autorisez à le faire? Eux m'ont répondu bah oui, il n'y a aucun problème, on peut vous aider, on peut vous envoyer des trucs et tout. La simple chose qu'on vous demande, c'est de ne pas vendre ce que vous faites comme traduction, parce que les droits appartiennent déjà à Black Book Edition, donc voilà, vous n'avez pas le droit de vendre, pas le droit de distribuer votre traduction. Ok, bah écoute, il n'y a pas de problème. En plus, ils m'ont offert leur soutien si j'avais besoin de ressources, notamment tout ce qui était illustration ou quoi, si je voulais montrer dans l'actual play machin. Donc vraiment, ils étaient derrière moi à 100%. Et en plus, ils m'ont répondu en genre un quart d'heure, quoi. Un truc de fou. Et donc là, ça commençait à germer dans ma tête. Je me suis dit, bah en fait, ouais, c'est pas bête. Je pourrais faire ça. Alors à l'époque, je me rendais pas compte de la somme de travail qui me restait à abattre pour pouvoir jouer en français. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. J'y ai vraiment passé beaucoup trop d'énergie. Euh, mais, mais je me suis dit, ah bah en fait c'est pas mal. Au final, comme c'est un monde que je fais moi, je vais pouvoir, comme c'est des peuples en plus que je crée moi, j'aurais dû les faire pour n'importe quel système de jeu. Donc ben je vais simplement les faire en Fantasy Edge, je les aurais déjà fait en français. Et il me reste à traduire X, Y et Z et puis terminé. Bon, finalement, ça s'est avéré un peu plus compliqué que ça. Mais bon, je regrette quand même pas l'expérience. Ça m'a appris plein de choses. Et voilà, donc moi je suis parti là-bas sur Fantasy Edge pour ça. Et surtout vraiment pour cette mécanique de 3D6 qui permet de déclencher des stunts. Ça a vraiment été ça, l'élément déclencheur, le truc où je me suis dit, ah ouais, ça peut vraiment être bien. Et en même temps, avec le monde que je construisais, j'avais vraiment de quoi venir l'alimenter, j'avais de quoi venir répondre aux questions que je me posais au niveau des peuples, comment tel peuple il pourrait fonctionner et tout. J'avais tout qui m'était fourni, prêt à l'emploi. Il y a des choses que j'ai rajoutées, vous allez voir quand je vous présenterai les peuples que je les ai vraiment bidouillés, mais en tout cas j'avais tout. Voilà donc pourquoi je suis parti sur Fantasy Edge. Simplicité, customisation et autorisation de le faire en français. Et puis c'est déjà pas mal.
Eh bien écoutez, voilà moi ce que j'avais à vous dire sur Fantasy Edge, sur le livre de base. On se retrouve la semaine prochaine pour le système de règles. J'espère que la vidéo a été quand même assez claire. J'ai l'impression d'avoir été pas mal brouillon. Je vous avoue qu'il est un peu tard, je suis un peu fatigué, j'ai un peu de mal à relier les points, mais il faut vraiment que je la tourne aujourd'hui si je veux être prêt pour la sortie, le jour de sa sortie, avoir le temps de la monter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai vraiment besoin de vos retours. Je sais que je le dis rarement, mais vraiment, c'est très important pour moi, les retours que vous me faitte, pour savoir comment je peux adapter le contenu, comment je peux faire quelque chose qui vous plaît mieux. Les parties que je pourrais couper, il y a peut-être des parties que personne, tout le monde s'en fout, donc je pourrais les enlever, et puis ça ferait des vidéos plus courtes, ou je pourrais rajouter d'autres choses. Bref, vraiment, faites-moi vos retours. En attendant, moi, il me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.